Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ma Télé à moi qui reçoit ce soir un écrivain, un autre j'ai envie de dire, puisqu'après M. El-Zahari El-Btar la semaine passée, place ce soir au doyen des écrivains algériens, M. Qaddour Mhemsadji, qui est aussi prolifique à 85 ans que lorsqu'il en avait à peine une vingtaine. M. Qaddour Mhemsadji, bonsoir et merci d'être là ce soir. Eh bien, merci beaucoup, c'est Halim. Je suis évidemment très heureux d'être ici et je salue très affectueusement tous ceux qui nous regardent. Et je suis heureux, évidemment, encore une fois, de pouvoir avoir le contact avec eux de cette manière, de cette belle manière. Et très bien. Merci beaucoup. Allah yahnik, Monsieur Qaddour Mhemsadji. Alors, j'ai envie de commencer par votre actualité. Alors, on a d'abord votre nouvel ouvrage, Le Soleil en fin de journée, Shams el-Ashiya, mais on va en parler tout à l'heure. Moi, j'ai envie vraiment de commencer par cette rencontre que vous avez eu à faire avec le prix Nobel Moyan. Voilà, Moyan, oui, le chinois Moyan. Alors, comment est venue cette rencontre et pourquoi vous, plus exactement? Eh bien, elle est venue tout naturellement, je dirais, dans la mesure où Moyan est le prix Nobel 2012, prix Nobel chinois 2012, et c'est, je pense, très bien qu'on ait organisé une rencontre très amicale et qui est devenue enfin vraiment très fraternelle entre ce grand monsieur, ce grand de la littérature et moi-même, un Algérien, je pense, qui est assez connu dans son pays et surtout aussi je suis connu en Chine. Et c'est ça qu'il fallait, cette rencontre-là. Voilà, vous êtes connu en Chine grâce à un livre que vous avez écrit il y a de cela très longtemps et qui a été le premier, sinon le seul livre algérien à être traduit en chinois, justement. C'est ça. Ben, vous savez, ça remonte assez loin. Mon livre, Le Silence des cendres, est paru chez Supervie à Rodez en France en 1963. Peut-être on en parlera. Et j'étais à l'Union des écrivains. L'Union des écrivains a été créée le 28 octobre 1963. On a reçu un groupe d'écrivains chinois à l'Union des écrivains en 1964. Et tout naturellement, on a fait un échange évidemment de nos connaissances, de nos cultures autour d'un café. Et j'ai remis mon ouvrage à l'un des grands écrivains qui étaient présents. Cet ouvrage, Le Silence des cendres, a été lu très certainement en Chine, puis il a été republié en français en Chine par l'Union des écrivains afro-asiatiques qui se trouvait en Chine, à Pékin précisément. Vous avez l'exemplaire devant vous. Alors, en français. C'est celui-là qui a été en français, édité en Chine, réédité en Chine, en français d'abord. Puis, à partir de là, ils ont en Chine des amis écrivains de l'Union des écrivains chinois ont décidé de le traduire en chinois. Et vous avez un exemplaire. Vous avez également ramené devant vous. Alors, l'exemplaire en chinois, on peut voir. Voilà. Puis, vous pouvez montrer en langue chinoise à nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent. Voilà, s'ils peuvent lire. S'ils peuvent lire en chinois, pourquoi pas. Et donc, encore une fois, tout naturellement, j'ai eu une grande rencontre avec Moyan. C'est un honneur pour moi, un des écrivains algériens parlant à ce grand écrivain chinois, prix Nobel. Alors, Eh bien, cette rencontre a eu lieu. Elle a été organisée très rapidement parce qu'il avait le moyen était assez demandé même ailleurs. Et nous avons réussi à nous rencontrer très aimablement, puis très fraternellement, dans un hôtel, un des hôtels, disons, d'Alger, célèbres d'Alger. Voilà.
Mais l'intérêt portait sur le livre traduit, et sur le voyage que les Chinois ont bien voulu organiser pour moi à la sortie du livre traduit. Oui. J'ai été traduit en 1965 Oui. et on m'a invité en 1967. 76 pour aller en Chine. Pour aller Mais en Chine. avant cela, moi je suis un peu curieux. Alors, vous m'aviez dit que c'était une rencontre qui devait durer à peine une dizaine de minutes, mais qui après... C'est ça, oui. Voilà, parce que le prix Nobel oui, il en avait un Algérie programme assez chargé, il était un peu réclamé, fatigué. il avait évidemment, il devait voir beaucoup de monde. Oui. Mais, finalement, on Vous m'a êtes dit resté 10 quand même minutes, plus de 40. et puis c'était un quart d'heure. Et puis finalement, Oui. l'échange, voilà, la plus de 45 sympathie, minutes. l'amitié, la Oui. sincérité surtout, Oui. est passé. Et je crois qu'il y a aussi quelques images est passé. Et Oui. nous sommes restés 3 quarts d'heure. Alors, Vraiment 3 quarts d'heure. dites-moi, je suis un peu curieux, comment vous avez trouvé d'abord l'homme, puis l'écrivain qu'il est? Bien, vous savez, c'est comme dans toute rencontre. Au départ, ce sont deux personnes, Oui. Chacun a dû entendre parler de l'autre, Oui. mais déjà le livre, et c'est toujours le livre, donc la relation qui lie les deux personnes. Habituellement, c'est un courrier ou le téléphone. Ben ici, c'est le livre, puis tout de suite, on s'est serré la main et on s'est assis côte à côte avec une interprète chinoise vraiment excellente. Eh bien, j'avais tout le long de cet entretien l'impression de m'adresser vraiment à lui et qu'il me comprenait. Et lui, quand il parlait, comme si c'était lui-même que je comprenais, quoi. Je comprenais ce qu'il disait. Voilà. Très bien. Alors, on va revenir justement sur votre voyage en Chine. Oui. Alors, vous êtes parti, vous êtes resté, vous et votre épouse, vous êtes restés C'est ça, un mois mon en épouse. Chine. Comment avez-vous trouvé la Chine, vous qui mettiez les pieds pour la première fois dans un pays pareil? Il faut dire que c'était en pleine révolution culturelle. Oui. Donc, toute la Chine était animée par le travail et le développement de la conscience patriotique et de la conscience nationale et l'intérêt de faire évoluer vers le progrès et vers, je dirais, la nouveauté, vers la technique et la technologie et vers la science et surtout pour rendre le peuple chinois tout à fait autonome et tout à fait libre de toute chose, de toute influence, je dirais, et de toute contrainte, entre guillemets, politique, etc. Oui. Voilà. Et le peuple, à l'époque de Mao Tse-tung, a vraiment... il a retrouvé un nouveau souffle. Un nouveau souffle. Et j'ai eu le plaisir de voir dans plusieurs industries, plusieurs maisons artisanales qui criaient. J'ai été aussi dans les campagnes où j'ai vu leurs travaux vraiment magnifiques en toutes choses. Et particulièrement leur amour pour le sol, leur amour pour le métier, leur amour pour l'humain. Car j'ai visité aussi des écoles, des jardins pour enfants. J'ai rencontré des Chinois anciens, pour ne pas dire vieillards, et des tout jeunes, et surtout des étudiants. J'ai eu cet immense plaisir et cet immense honneur de faire 3 ou 4 conférences sur la littérature algérienne. Et ces étudiants et ce public qui était là étaient vraiment à l'écoute. Oui. Ça m'a vraiment ranimé en quelque sorte. Oui. Alors, on sent vraiment que c'est un voyage qui vous a marqué. Oui. Et vous gardez toujours cette grande fascination pour la Chine et les Chinois. Oui. Et vous citez toujours une légende, la légende du Yukong. Oui, c'est quoi cette légende? Vous en avez même écrit une nouvelle. C'est une très belle légende. Oui. C'est une très belle légende. Il s'agit d'un vieillard nommé Yukong qui avait un petit lopin de terre et qui ne recevait pas assez de soleil. Il y avait une haute montagne qui lui cachait le soleil. Alors tous les jours, il piochait, il enlevait les petites pierres et pour que
la montagne s'aplatisse en quelque sorte. Oui. Mais tout le monde se moquait de lui, ses voisins. Et alors il leur disait très sérieusement, oui, eh ben, moi, je continue de piocher. Quand je partirai, eh bien, ce sont mes petits-enfants, les petits-enfants de mes petits-enfants, etc. Et la légende finit par faire comprendre que les grandes choses peuvent être réalisées en se mettant immédiatement, même peu à peu. C'est comme Et ça alors, qu'on dit cette montagne est devenue... Alors, on dit celui qui déplace les montagnes, le Chinois. Et voilà, vous en avez même écrit une nouvelle que vous avez publiée voilà. dans votre livre Alors, à Fleurs mon de retour novembre. de Chine, je suis resté plus de 2 mois en Chine. Évidemment, j'ai visité toute la cité, d'autres villes. On a voyagé par train, par bus, par avion même, dans des endroits assez éloignés. C'est presque un continent, la cité interdite, étant de la muraille de Chine, etc. etc. Alors, je prenais des notes. Alors, à mon retour à Alger, j'ai écrit une nouvelle, ou on peut appeler plutôt ça un récit, intitulé « Les enfants du Yukon ». C'est-à-dire que c'est ces petits-enfants et les enfants du Yukon, les Chinois contemporains sont les enfants du Yukon, de ce vieillard-là. Alors, cette nouvelle, je l'ai intégrée parce qu'à l'époque, je sortais un recueil de nouvelles intitulé « Fleurs de novembre ». Qui rappelle notre révolution. Alors j'ai intégré ce texte-là. Et je trouve, mon recueil a été publié à la SNED à l'époque, en 1969. Et je vous dirais même, le journal Moudjahid du 14 janvier 1972 a repris cette nouvelle. Il l'a publiée. Et j'ai fait un petit travail d'éditeur, mais c'est artisanal, de ce livre. Fleurs de novembre, j'ai extrait la nouvelle et j'en ai fait un petit fascicule que vous montrez là. Et j'ai fait la couverture. La couverture, c'est mon petit-fils. J'ai un petit-fils qui fait un petit peu l'infographe. Il a 16 ans. Il s'appelle Wassim Kassasli. Alors, on a intégré ça et cela m'a permis d'offrir quelque chose très spécial à mon confrère, si j'ose dire, le grand prix Nobel, Moyane. Très bien. Alors, on va à présent attaquer votre programme. Et vous avez décidé de commencer avec une chanson du grand maître de la chanson bédouine, le maître Khalifi Ahmed. On écoute. محافظة على دين ومحالة مأدبة الجيران بفعالي وانواع في التمدن سلسلة تاريخ الأندلس يهوان يا نبدأ باسم الإله تعالى خلق هذه الأسود الأبطالي مجاهدين على دينهم حالة ومسبلين الأعمار والمالي مسألة بجيش تحريري وطن أصالي بسياسة الجبهة يا رجالة نادت الشعب بصوت عالي باسم الإله تعالى في سبيل أرض الجدود يا حلالي بجيش مظفر ومعاه قودالة ورجال في الخارج كون يا هوالي
Alors, cette séquence nous amènera... Oui. Khalifa Ahmed, là, vraiment, ça me touche. J'avais choisi cette chanson, vous avez bien fait de la mettre. Oui. Alors, j'en profite pour saluer Ness Sorozlan. Alors, justement, car Khalifa Ahmed, lui, est plutôt... Oui, il est de Boussaada. Au Biskra, disons, de la région. Et sa voix, le rythme, le débit de cette chanson, cette poésie, me rappelle celle de Boujarda Omar, un grand poète à Sorozlan actuellement. Je le salue. Je salue Nessessor. Alors, je vais vous dire pourquoi Sorozlan, parce que, et là, je vous avouerai que moi-même, j'ai été étonné. Moi qui pensais que Mohamed Sadji, c'est une famille typiquement algéroise, donc du coup, vous étiez né à Alger. Donc vous êtes né en 1933 à Sorozlan. Alors pourquoi Sorozlan? Le 8 août 1933 à Sorozlan, bien, vous savez, c'est une très longue histoire, et avec H majuscule, vraiment. Parce que, en fait, je suis né à Sorozlan, mon père est né à Sorozlan, et son père à lui, à Sorozlan, il faut remonter à peu près à 1830, en septembre 1830. Alger est envahi par l'expédition coloniale. Oui. Et mes aïeux, au plus loin, donc de cette date, étaient 4 frères qui travaillaient Sachem. Sachem, le petit plomb pour la chasse. Qu'on utilise pour chasser, justement. Dans la Casbah même. Et ils fabriquaient aussi les crosses des fusils. Des fusils. Bon. Alors, ils ont été malmenés, parce que pour l'armée coloniale, ils sont en train de fabriquer des armes, peut-être pour repousser l'expédition. Ils ont eu trop de problèmes, et ils ont décidé de quitter la Casbah. Ils étaient 4 frères. La légende racontée par mon père, et on peut remonter loin, ils se sont réunis à Bab Azoun, à l'époque, et ils se sont séparés. Ils ont dit, chacun ira où il voudra. Et pour essayer de retrouver d'autres nouveaux repères. D'accord. Eh bien, pour, disons, mon arrière-grand-père, lui, il a choisi Sorozlan. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'armée d'expédition française n'était pas encore arrivée à Sorozlan. Alors, il y avait un campement de familles, disons, de l'époque, ottomanienne. Et il y avait une garnison aussi turque. D'accord. Alors, il sentait une certaine protection. Et puis, l'autre frère a été à Béjaïa, idem pour les principes, un autre à Tunis et un autre à Istanbul. Voilà. Mais tous sont partis, et surtout ceux qui, mes aïeux directs à Sorozlan, c'est l'Algérie, c'est notre pays, c'est la patrie. Voilà. Et vous tenez toujours à rendre hommage à Sorozlan, d'ailleurs. Vous avez écrit un livre. Je voudrais dire une chose. Oui, allez-y. Mon père né, même mon grand-père était né à Sorozlan, mais il s'est toujours marié parce qu'on avait d'autres familles dans la Casbah. Alors il s'est marié avec une Algéroise. D'accord. Et puis les liens étaient restés. Mon père, par exemple, aussi marié une Algéroise. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis, moi aussi, de retrouver mes repères. Et ma mère, la yarhamha, et mon père venaient souvent à Alger tous les 15 jours, tous les mois, et moi un peu plus grande pendant les vacances. Et on allait, j'avais de la famille, ce qu'on appelait à l'époque Saint-Ogine, Bolorine aujourd'hui. J'en avais dans la Casbah même, j'en avais aussi à Kouba, à El Biyar, etc. Et vous tenez à rendre hommage à Sorozlan à travers cette chanson, mais aussi à travers un ouvrage intitulé Le Petit Café de mon père. Le Petit Café de mon père, parce que je suis très attaché à Sorozlan, ça c'est sûr, mais très attaché encore une fois à la Casbah. Je sens le sang de Casbah circuler en moi. Eh bien,
Bon, d'abord, une espèce d'hommage que j'ai voulu faire à Sol Roslan, Sol Roslan qui nous a accueillis, qui a accueilli mes aïeux, et aussi à mon père, qui était un homme très sage. Ce n'est pas parce que mon père, vraiment, il était très sage, et pourtant, il était cultivé, mais par des récits personnels ou familiaux. Pour moi, c'est toute une histoire. Oui, c'est clair, c'est clair. Alors, si on devait revenir sur votre enfance et votre scolarité, très brièvement, vous avez vécu une enfance comment? J'ai une enfance, j'allais dire, normale. On vivait très bien à Sol Roslan. J'apprenais à vivre vraiment la terre de Sol Roslan, Hamar Khaddo, Dira, Burj El Kifan, etc. Zarga, on allait, comme si on allait à la plage pendant l'été, on faisait des plongeons là-bas. Et dès que j'étais au cours moyen de deuxième année, donc il y a eu la sixième, j'ai fait quelques temps, simplement quelques semaines, cours complémentaires, mais j'avais un frère, Allah yarhamou Khairdin, plus âgé que moi, très cultivé dans les deux langues, beaucoup le connaissent, enseigné l'arabe à Orléansville, à l'Asnam, puis est venu à Boufarik. Alors, à Sol Roslan, il faut dire que l'Algérien, le petit Algérien, comme il disait, ou le petit indigène, ne pouvait pas dépasser le certificat d'études. Et même, il y avait un langage, une certaine expression, tout le monde disait « Bosta ou l'asbetar », c'est-à-dire ou bien, s'il avait le certificat d'études, il allait travailler à l'hôpital ou alors à la poste, pas plus. Le reste faisait les petits boulots, comme on dit. Voilà. Alors, j'étais donc à Boufarik. Là, j'ai rencontré des personnages qui sont glorieux aujourd'hui et à l'époque. En l'occurrence, Youssef El Khatib. J'ai connu Nordin Bouhired, Allah yarhamou. On était ensemble. Et puis, parce qu'à Boufarik, je suis resté jusqu'en classe de seconde. Et on jouait au football, le Wydad de Boufarik. Le Wydad de Boufarik, c'était un club de formateur de conscience patriotique. Ça, il faut le souligner. Le Wydad de Boufarik, et là, on jouait au football. J'ai eu l'occasion, mais un peu plus tard, de jouer même contre Mustafa Zitouni. Le grand Mustafa Zitouni. Il est mort il y a 2 ans. Je l'ai connu d'abord auparavant à Saint-Eugène, à Bollorine. Il venait se faire coiffer chez mon beau-frère, en fait, c'est une histoire. C'est comme ça que je l'ai connu, je l'ai retrouvé, j'ai joué contre lui. C'était la première fois que je jouais en première. Et puis par la suite, c'était la révolution. Il fallait arrêter le football, on a arrêté le football. Voilà. Et là aussi, dans cet établissement scolaire, on l'appelait d'ailleurs Collège moderne de Boufarik, j'ai rencontré un autre personnage aujourd'hui, vivant, alhamdoulilah, il est un peu fatigué, c'est Youssef Khatib. Évidemment. Salam alaikum, ila liqa, Inch'Allah. Voilà. Et j'ai eu comme professeur de langue arabe, malheureusement dialectale, c'était Moussa Al-Ashraf. Allah yarhamou. Et puis on s'est revus par la suite. Voilà. Alors Youssef El Khatib, lui, il ne jouait pas au Wydad de Boufarik. Et Youssef Khatib, lui, jouait à l'époque, c'était le GSO. Il était un arrière central très juste, très fier, très fort, très fin aussi. Et là, on peut se développer, mais ça nous mènerait un peu trop loin, parce qu'il y avait l'ASB de Boufarik, il y avait... Enfin, voilà. Et à partir, disons, de là, j'ai été au lycée, à l'époque, Bugeaud. Parce que quand on arrive en seconde, à Boufarik, la première et la deuxième partie du baccalauréat, il fallait la faire à Duveyrier. Duveyrier, si Boufarik, il y avait trop de personnages coloniaux, purs et durs, à Blida, c'était pire, dit-on. Bon, alors, tous les jeunes Algériens, s'ils le pouvaient aller ailleurs, éviter d'aller à Blida.
Très bien. Alors, c'était un concours organisé pour les petits Algériens pour entrer au lycée Bijot. Alors, j'étais au lycée Bijot. Et j'ai rencontré Youssef Khatib, parce que lui aussi, il est âgé comme moi. Alors, il a quitté Boufarik. L'année suivante, il faisait sciences ex à Bijot. Alors que vous avez opté pour les lettres. Moi, pardon? Après, vous avez opté pour les lettres, vous. Oui. C'est philosophie. C'est-à-dire, j'ai fait classe de philosophie. Après la première partie du baccalauréat. La seconde partie, il y avait une spécialisation en quelque sorte. Classe philosophie, ou bien sciences ex, ou bien lettres. Très bien. Alors, on va vous laisser souffler un peu. Pardon, ou maths. Très bien. Alors, on va vous laisser souffler un peu grâce à votre deuxième choix. Et vous avez choisi un grand maître, mais cette fois-ci de la chanson chabi. Il s'agit en l'occurrence du Vraiment pour ce choix, là c'est un peu vos origines algéroises qui ressortent. Alors je sais que vous avez connu Amar Zahi. Voilà. Comment vous l'avez connu? Eh bien, voilà, de Sorlozlin, je me retrouve dans la ville de mes aïeux. Je salue la Casbah, évidemment, tous ceux qui s'intéressent à l'épanouissement de cette immense aussi ville et très connue. Eh bien, Amar Zahi, Allah yarhamou, je l'ai connu tout simplement parce qu'il allait souvent à un café qui fait le coin du côté de Sidi Abdelrahman. Et moi, à l'époque, bon, j'avais grandi, j'étais responsable de la sous-direction audiovisuelle du CNEG, le Centre national d'enseignement. Oui, on en reparlera tout à l'heure. Oui. Voilà. Alors, à l'heure de la pause café, j'allais là-bas, dans ce petit café. D'ailleurs, c'est lui, chaque fois, il payait le café, on se disputait qui est-ce qui devait payer. Bon. Mais il y avait un certain Mustapha aussi dans ce café, patron, entre guillemets, du café,
on prenait le café qu'on voulait, quoi. C'était très gentil. Oui. Et Zahir, on parlait un petit peu de ce qu'il faisait, de ce que je faisais. Oui. On s'entendait très bien. On ne se voyait pas tous les jours, mais on s'est rencontrés plusieurs fois. Allah yarhamou Saïd. Et c'était en plein endroit, justement, d'un ami cher aussi, qui se trouvait par là-bas. C'est Rabah Houchin, notre ami cher, qui se trouvait là-bas. C'est Lounis Aïtaoudia, qui est le président de l'association des amis de la rampe Louni Arzqi. Oui. Qu'on salue. Alors, on va à présent parler d'écriture. Et si mes informations sont justes, vous avez commencé à écrire très jeune. Et votre première pièce s'est intitulée Safira, la dévoilée. La dévoilée. Alors, vous aviez quel âge lorsque vous aviez écrit Safira, qui a été jouée à la radio en plus? À l'écrire, oui. Quand j'ai commencé à l'écrire, franchement, j'étais encore adolescent. Oui. Et comme je vous le disais, quand je venais d'Alger, oui. Donc du collège de Boufaïk, j'allais passer mes vacances à Solozlen, auprès de mes parents et de mes amis. Et j'allais à un endroit appelé Hamar Khaddo, où il y avait une pépinière. Alors c'était un peu calme. Ouais. Alors je rêvais. Mais je pensais toujours, je voyais à l'école, les jeunes Algériennes étaient un nombre insignifiant dans les classes. Et je dirais même très rare. Il y avait des classes où il n'y avait pas de filles du tout algériennes. Alors je pensais, pourquoi cette jeune fille, par exemple, quitte l'école à 10 ans ou à 11 ans, et peut-être moins, ou n'allait jamais à l'école. Oui. Alors je pensais à une famille évoluée, à une société évoluée, et ça m'a frappé un peu plus tard, à 15 ans par exemple, pourquoi la jeune Algérienne n'est pas au lycée, n'est pas au collège. Oui. Et je voyais peut-être un peu plus loin. Vous étiez révolté la place de la femme dans la société algérienne, parce qu'on rêvait, il faut le dire, à Solozlen, il y avait beaucoup de jeunes nationalistes qui suivaient Messali Haj quand ils venaient, Farhat Abbas quand ils venaient faire leur discours. Il y avait un mouvement. Il faut quand même rappeler que Mohamed Boudiaf, était assigné à résidence. Et je l'ai connu, j'étais tout jeune, il venait chez nous, à la maison, il me mettait sur ses genoux, parce qu'il était loin de sa ville. Enfin, beaucoup de choses ont fait qu'à Solozlen, il y avait vraiment une âme nationaliste. Alors, pourquoi pas l'algérienne aussi? Les jeunes filles portaient le voile et tout. Moi, je voulais la dévoiler au sens noble du terme, parce que le voile, la pudeur est le meilleur voile pour moi, pour la jeune fille et pour la femme de façon générale. Mais une femme cultivée, une femme instruite, une femme qui conduise. Vous voyez, maintenant, en Arabie Saoudite, c'est quelque chose d'extraordinaire de voir une femme qui conduit. Vous voyez. Mais moi, je voulais aller, enfin, plus loin. Et, alhamdoulilah, on a eu ça. On a eu ça. On a eu des femmes moudjahidettes extraordinaires. D'ailleurs, permettez-moi de vous dire que j'ai publié La quatrième épouse. La quatrième épouse, c'est une œuvre de révolution, je pense, et on en parlera peut-être. Et là, je veux juste souligner que ce qu'on voyait tout à l'heure à l'écran, c'était le manuscrit de La dévoilée. Vous nous avez fait l'amabilité de ramener le manuscrit. Qu'il soit publié un jour. Voilà. J'avais peut-être 15 ou 16 ans, même pas. Très bien. Et le manuscrit, je l'avais présenté à mon professeur de français, Bernard Masson. Un peu plus tard, j'étais en classe première au lycée Bugeaud. Aujourd'hui, l'Émir Abdelkader. Eh bien, il a lu, il a trouvé que c'était quelque chose d'intéressant et il en a fait la frappe. Il a communiqué à Albert Camus, qui l'a lu. Ah, carrément. Albert Camus, qui l'a lu et il dit il était en train de monter Dostoïevski à l'époque. D'accord. Et ça l'avait intéressé. Moi, j'appelle ça un jugement. Un tout jeune, je recevais ça. J'ai sa lettre. Et puis, Boudali Safir, qui me connaissait très bien, mon frère que j'ai cité tout à l'heure, Hamam Kamlin, c'était un professeur de lettres aussi, et bilingue, Boudali Safir, homme de radio, etc. Alors, il a lu le texte
Et il m'a dit, je vais le donner à un ami, Emmanuel Robles. Il l'a trouvé aussi intéressant. Ouais. Et il m'a dit, moi je vous fais la préface. Il a fait la préface et l'œuvre a été publiée par les éditions Jean Supervie à Rodez en France. Parce qu'il avait, son père de cet imprimeur était maquisard du temps de la Seconde Guerre mondiale. Alors il a pris lui, la suite et c'était un ami de l'Algérie. Et l'Algérie, à ce moment-là, était en pleine révolution, quoi. Ouais. Le livre est sorti en 1959. Alors, il paraît que l'écriture est un virus dont on ne guérit jamais. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Alors, pour continuer à parler de l'écriture, justement, moi, je vous propose une séquence d'un film basé sur un autre livre que vous avez écrit, Le silence des cendres, réalisé par Youssef Sahraoui. Samter Lamed, oui. يا ابني قربنا للمكان ام عايده وها هي الشجره اللي خديناها كعلامه. خويا محمود عنده الحق، حتى انا راني شفت العلامه، والربع قرابه راه مور الكديه. نعم نعم، امنتكم، انتم املي وامل كثير من الامهات. يا بلادي المظلومة، يا بلادي المعذبة، يا الجزائر المستعمرة. الدواء ولا قتلوه خالد، الدواء ولا قتلوه خالد. خالد امي انتظرت مسكينه تغيب. علاش يا الموت؟ انت اللي تحرقي الكباري وتعذبي المهمات المسكينه. علاش ديتي غير هو؟ وعلاش ديتي غير خالد؟ علاش يا خالد الزين؟ علاش؟ انطق يا رماد الخبز، اتكلم. يا ربي يا ربي، الله اكبر، الله يرحم الشهداء. Voilà. Allah yarham shuhada. Je vous sens très ému, monsieur Mohamed Sadji.
Cette fin est terrible. Oui. Cette fin est terrible. Je ne peux pas retenir mes larmes, je vous dis la vérité. Alors, justement, vous avez tenu à rendre hommage à Youssef Harawi qui a réalisé ce film en 1976. Et puis, pour la distribution, on retrouve Warda Amal, Shafia Boudra, Sabah Saghira, Ali Mglati, Omar Tayan, Ahmed Ben Issa, Abdelkader Tajer, Ammar Marouf, Farouk Mezouane et Othman Menchir. Oui. Comme ça, je n'ai oublié personne. Et aussi, vous vouliez rendre hommage à Ahmed Malek qui a cité, qui a signé, la musique du film. Sa musique est vraiment d'une valeur, disons, artistique, culturelle. Et ce que nous venons d'écouter correspond très bien à l'âme du film, à l'âme de l'intention de ce Alors, film. très rapidement, l'histoire, c'est quoi, le silence des cendres? En fait, j'ai voulu faire un hommage aux Moudjahidines. Oui. Déjà à l'époque, pendant la guerre, pendant la lutte de libération nationale. Et j'avais suivi, j'avais information d'un jeune Moudjahid qui est monté au maquis à l'âge de 16 ans, de Sorlozlen. Et puis, il s'occupait, excusez-moi vraiment. Et à Sorlozlen, à un moment donné, il était encerclé dans un gourbi, dans un frêle gourbi, et sa cache était en sous-sol. Bon. Alors j'ai voulu en lui symboliser en quelque sorte tous les Moudjahidines, tous ceux qui ont donné leur vie pour retrouver le peuple algérien libre et l'Algérie libre. C'est un acte, disons, peu commun. Mais l'Algérie, grâce à la Révolution, il y a tant de morts dans toutes les familles ont été touchées par la haine et la guerre coloniale. Bon, ce Moudjahid que je connaissais, je l'ai connu très jeune, moi. Je voulais terminer mon livre, mais quand j'ai appris qu'il était encerclé, c'était au mois de janvier 62. On m'a dit il est encerclé, j'avais des informations. Et puis j'ai demandé à mon éditeur un laps de temps pour terminer le livre. Et on attendait, alors aux environs de février, mars, avril seulement. Il a été encerclé exactement, je le raconte, enfin on l'a raconté, ceux qui ont pu poser des questions et pris des informations. Et alors, c'est à ce moment-là, c'est vers la fin de 62, donc on était indépendant déjà, alhamdoulilah. Mon éditeur a sorti le livre avec la fabrication matérielle du livre. Il est sorti en 63, mais tout au début, janvier ou février 63. Oui. Alors, il y a une chose aussi qui vous tient à cœur. Vous êtes membre fondateur de l'Union des écrivains algériens, en 63 déjà. Oui. Alors, c'était important pour vous d'avoir une union comme ça dès les premières années de l'indépendance? C'est-à-dire que au début de l'indépendance... Vous l'aviez fait aux côtés de Mouloud Mamri. Au début de l'indépendance, beaucoup d'écrivains algériens qui étaient en exil sont rentrés, Kateb Yassine, Malek Haddad et tant d'autres. Alors on se réunissait comme ça, on se rencontrait sans vraiment organiser la rencontre. C'était dans les quartiers, tout le monde circulait dans la capitale. Et puis finalement, on s'est regroupés dans pas mal de petits cafés, car il y a une histoire à écrire sur les cafés de la Révolution. Bien. Alors, on s'est retrouvés. Et puis, il y a eu aussi une rencontre à l'occasion de la débaptisation de la salle Pierre Borde, qui est devenue salle Ibn Khaldoun. Alors, il y a eu ici, là, une fête et une rencontre d'écrivains, et j'ai fait une première dédicace de La Dévoilée, car il faut bien dire que La Dévoilée a été vendue même à la barbe du colonialiste, grâce à un certain Georges Jean, qui était directeur de la Maison des Livres, qui se trouve aujourd'hui
et comme elle a toujours été d'ailleurs, à la rue Ali Boumendjel. Voilà. Alors, on s'est rencontrés. Il y avait Mohamed Chérif Khalifa aussi, il y avait Aoun Mohamed, etc. Et on a élu un bureau exécutif, Mouled Mamri, président. Allah yarhamou. Et Jean Sénac, qui a beaucoup aidé sur le plan culturel, sur le plan de la diffusion de la culture algérienne. Jean Sénac était quoi, secrétaire général On l'a élu comme secrétaire général. Ah, d'accord, oui. Et moi, j'étais, je pense, le plus jeune à l'époque. J'étais déjà enseignant. Et tout. Alors, j'étais élu facilement, disons, secrétaire général adjoint. Mais je dois dire que Mouled Mamri, c'était vraiment la chaîne. On travaillait ensemble. Sénac s'occupait de beaucoup de choses, ça c'est vrai. Et le bureau exécutif, il y avait comme assesseur Mourad Bourbon, que je salue s'il est là, je crois. Il était à un moment donné aussi là. Oui. Et Ahmed Safta, qui était à l'époque l'indépendance Kadi, mais qui était aussi écrivain. Pendant la Révolution, il écrivait des pièces de théâtre historiques pour montrer que l'Algérie avait aussi son histoire, etc. Très bien. Voilà. Alors, pour aller très vite, Monsieur Ghadoul Mohamed Sadji, vous avez écrit pas mal de livres. Quels sont ceux qu'on pourrait citer comme ça très rapidement? Parce que je sais que vous ne pouvez, vous les écrivains, pas faire un choix. Hein, tous vos livres comptent à vos yeux. Mais faute de temps, si vous deviez citer quelques-uns. Comment choisir entre ses enfants les doigts ou les doigts de sa main? Je suis tout à fait d'accord. Oui, c'est plus un impératif de temps. Hein. De toute façon, je dois dire que ce que j'ai pu faire, j'ai écrit des pièces de théâtre, et pas seulement celle-ci. Il y a L'Orgueil du Mal, Al, avec Hassan Séconflex, Les Invisibles, etc. J'ai écrit même des pièces pour la radio. Ça, c'est dans le domaine, disons, du théâtre. Et puis aussi, Les Oiseaux chantent à l'aube. Ça, je dois le rappeler. C'est une pièce qui a été traduite par Ali Fadé, et qu'il a joué à la radio, à la chaîne 3. Comme l'a dévoilé, elle a été à la chaîne 3, enfin, au théâtre aussi, enfin bref. Et puis, il y a aussi alors des essais, beaucoup d'essais, notamment sur la Casbah, sur la ville de Sor-Roselaine, sur Alger d'une façon générale. Un autre essai qui me tient à cœur, c'est La jeunesse de l'émir Abdelkader, publié à l'OPU. L'émir Abdelkader, pendant, je ne sais pas, peut-être au moins 15 ans, je faisais des recherches. Eh bien, je me rappelle, je me trouvais au collège de Boufarik, j'avais peut-être 13 ans, dans la bibliothèque de classe, et ça, ce qui manque chez nous, bon, dans la bibliothèque de classe, le recueil de poèmes de Victor Hugo, Les Châtiments. Et je feuillette, je lis, je trouve oriental, le seul poème oriental de tous les textes. Il présentait l'émir Abdelkader. Et c'était quelque chose qu'il voulait porter un coup à Napoléon III, parce que l'émir Abdelkader était en exil dans une prison dorée. On a beau dire, c'est pas ça tout à fait, mais enfin, j'abrège. Chaque fois qu'il y avait un président ou un dirigeant, disons, d'État en France, on promettait la libération de l'émir Abdelkader. Il était à Amboise, emprisonné. Bon, alors, Victor Hugo a écrit un poème, imaginant Napoléon III entrer dans la geôle, l'émir, comme il disait lui-même. Alors il dit, le marabout levant les mains ensanglantées au ciel, enfin, j'abrège, il faut retrouver le poème. Il dit, quel est ce tigre
En parlant de Napoléon III, Oui. sanguinaire, etc., Oui. qui a fait des veuves en français. Alors, comme on dit, Chabia, Oui. alors ça m'a fait mal au cœur. C'est à partir de là que j'ai fait des recherches. Les Mirab Qader, dans notre enfance, nous étions tous fascinés par Oui. cette immense personnalité. Alors, je me suis dit, cette immense personnalité est né comment? Bien Exactement. sûr, on savait qu'il était grand poète, on savait qu'il était grand guerrier, on savait qu'il était émir, etc., oui. etc., qu'il a combattu la France coloniale. Mais Vous êtes lui, le seul alors, j'ai fait des recherches. Oui. J'ai été à Maskar, à Qatana, j'étais dans la bibliothèque étrangère, j'ai fouillé, j'ai trouvé... Alors, je raconte vraiment d'abord sa famille, son lieu de naissance, sa maman, son Mouhyiddin, son père, Mouhyiddin, et pas Mouhyiddin, mais Hifdin, Yuhyiddin, Mouhyiddin, donc sa maman, et puis etc., etc. Comment il a connu sa cousine, car il s'est marié à la cousine, comment a été la rencontre, etc., jusqu'à justement son élévation à la chefferie, comme étant chef, disons, Très bien. Alors, émir. Alors, désolé de vous interrompre, monsieur Mhemsadji, mais le temps file. Alors, vous avez aussi été l'initiateur d'une opération. À quoi sert le livre? Le livre, oui. Où vous avez pu réunir des écrivains, des éditeurs, des animateurs qui actifent dans le domaine littéraire. C'est ça. C'était quoi le but de cette initiative? Le livre, j'ai le regret de le dire, et tout le monde le constate. Le livre n'a pas grande considération. Oui. Quand je parle du livre, le livre de littérature. Oui. Eh bien, ni la poésie intéresse les gens, ni les essais, ni le roman. Bon, les gens achètent, mais ne lisent pas. On lit utile. C'est-à-dire, on achète des livres. Les livres, parce qu'on en a besoin dans ses études. Parfois, c'est pour les placer dans la bibliothèque. Ça fait joli. De leur ça salon, fait joli sur ça nous. fait très bien. Je ne dénigre personne. Le livre dit que le livre est cher. Il n'est pas cher. Regardez les légumes, les fruits, combien ça coûte, la viande, etc. Pour moi, le livre, c'est quelque chose de sacré. Parce que le livre forme, le livre élève, le livre ouvre les consciences, incite l'intelligence à aller plus loin, etc. Alors, il faut l'avoir, cet exemplaire-là. Oui. Alors, à quoi sert le livre? J'ai fait appel aux éditeurs et ils en ont parlé à propos du livre, qu'est-ce que c'est pour eux. Les libraires aussi. Les libraires, on en a. Oui. On en a. Mais on constate aussi que de temps à autre, une librairie ferme. Ça c'est malheureux. On voit des gens qui entrent en librairie, mais on voit même le libraire, c'est la réalité. C'est pas tous les libraires, mais c'est la réalité. On n'intéresse pas le lecteur. On a quelqu'un qui entre, et il faut aller vers lui expliquer ce qu'il y a, les nouveautés, etc. Un marchand de légumes pourrait, excusez-moi, pourrait vous vendre de la pomme de terre pourrie, quand surtout on n'en trouve pas sur le marché. Mais il fait tout pour vous la vendre. Alors que le libraire, il est dans son coin. Comme je l'ai dit, un ouvrage sur l'étagère, faire un coup d'œil aux passants, achète-moi ou lis-moi. Voilà. Et puis, c'est pas simplement lire, il faut savoir lire entre les lignes ce que veut dire l'auteur. Alors, il y a de grands écrivains, il y a Yasmina Khadra qui a participé à ça, il y a Amin Zaoui qui a participé dans cette opération, dans ce livre-là. Alors, même des enseignants, il y a des enseignants. Question, est-ce que tous les enseignants lisent? Est-ce que les enseignants incitent leurs élèves à lire? C'est hélas pas le cas, ils ne peuvent pas inciter leurs élèves si eux-mêmes ils ne lisent pas. On fait ceci, ils font l'eau. Ils prennent Vous parlez des téléphones portables et des tablettes, exactement. bien sûr. Alors c'est quand même triste. Mais enfin, on ne perd pas espoir, il ne faut pas perdre espoir. Oui, justement. Il faut qu'on prenne conscience que sans le livre, on ne peut rien faire. On arrive pratiquement à la fin de l'émission, et je sais qu'il y a l'école qui est très, très, très importante chez vous. Vous avez été enseignant, vous avez été directeur, inspecteur de l'éducation. Alors, et vous pensez à un projet même pour dire à quoi sert l'école, en fin de compte?
Oui, peut-être, je l'écrirai à quoi sert l'école. Mais c'est bien de se poser la question aussi. Je ne suis pas un modèle, je ne dirige rien. Je parle en toute conscience, en toute sincérité. Quand j'étais enseignant, vous savez, j'ai créé une bibliothèque de classe. Je l'ai créée dans la journée. Comment? Chacun avait un livre chez soi, mais qu'ils n'ont jamais lu. Alors, ils font les échanges. Et j'ai créé comme ça. J'ai créé un petit journal. Il y avait une gestetner. J'ai pu faire acquérir un gestetner à l'école. Et bien, enfin, le journal, je l'ai appelé l'écolier. Là où je vais, je crée des journaux. Vraiment. Ça peut paraître ridicule. Non, non, au contraire, j'ai été au CNEG, par exemple, Centre national d'enseignement généralisé par correspondance, etc. Bon, j'étais sous-directeur à l'audiovisuel. J'ai monté là-bas, enfin, avec des amis d'ailleurs, à l'époque c'était la RTA, des émissions d'enseignement, en sciences physiques, on pourrait peut-être en parler un jour. Et j'ai créé un journal, c'est pour dire, j'ai créé un journal, je l'ai appelé Son Image, Son et Image. Créé Son Image. Quand j'ai eu la chance aussi d'être conseiller au ministère de la Culture, j'étais conseiller à la communication éducative, j'ai créé un journal. Malheureusement, il n'a pas beaucoup marché, mais j'ai pu créer un journal. On l'appelait Al Madrasa Ghadan, l'école demain. Et j'ai des exemplaires du numéro 1 et c'est resté au numéro 1. Voilà. Alors, il y a des possibilités quand on veut. À l'époque, l'audiovisuel, c'était quelque chose de nouveau pour les Algériens. Bien sûr. Et vous en avez fait bon usage pour justement dispenser le savoir à travers ces émissions de télévision. On peut aujourd'hui le faire à travers le multimédia, puisque les jeunes sont plus portés sur ça, pour justement dispenser ce savoir et inciter les gens à lire. Exactement, mais je pense que toute action, quelle qu'elle soit, même chez le marchand de légumes, toute action doit être éducative. Toute action doit être éducative. Permettez-moi ça me vient à l'esprit, j'ai fait plusieurs émissions à la chaîne 3 sur l'éducation. Entre autres, j'avais une émission intitulée Jeune Plume. Jeune Plume, où je recevais des textes des jeunes en français, parfois en arabe, mais surtout en français. Et j'essayais de les conseiller. Ces textes étaient lus par Sid Ahmed Agoumi et d'autres, enfin. C'est une très bonne idée. Et ça marchait très bien. Et l'un d'eux, moi je ne le savais pas, je l'ai connu beaucoup plus tard. Yasmina Khadra, un jour à Paris, il était venu pour une dédicace, je crois c'est en 2000, et c'est les Hirondelles de Kaboul. Moi je dédicaçais modestement mes ouvrages, et il avait une armée de photographes et d'hommes de télévision derrière lui. Il vient vers moi, il lui dit c'est grâce à lui, grâce à ce monsieur que je suis devenu écrivain. Je lui dis non, pas du tout. Si, il m'a dit si. D'abord, il m'a rappelé évidemment son véritable nom, je savais son véritable nom, que je garde, et il m'a dit, j'avais ce nom-là. Très bien. Enfin, en gros, voilà. Alors, on me dit que le temps est pratiquement écoulé. Alors, très rapidement, votre dernier ouvrage, votre nouvel ouvrage, je dirais, plutôt, c'est Le Soleil en fin de journée, Shams el-Ashia, donc c'est un hommage pour votre maman. Oui, maman, parce que, vous voyez là une photo d'elle, c'est la Géroise. On dirait Fadela Djeria, d'ailleurs. J'avais 23 ans, là. Eh bien, tout simplement parce que quand j'étais jeune, j'avais peut-être 14, 15, 16 ans, là, je lui dis, Ima, quand tu sais هذيك الحاجة ولا هذيك الحاجة, alors تقول لي يا وليدي أنا راني شمس العشية ما نقدرش. Quand elle était avancée en âge. Alors moi, à l'âge que j'ai, je le dis, j'ai 85 ans. Alors je suis aussi Shams el-Ashia. Alors j'ai voulu lui rendre hommage, comme j'ai rendu hommage à mon père, avec le petit café de mon père. Donc ma mère, je lui ai fait une introduction et j'ai rassemblé tous ces textes-là qui ont été publiés dans plusieurs revues à l'étranger. Autrefois, c'est des textes assez anciens. Il y en a deux ou trois qui sont relativement récents. À cause de ma santé, je ne pouvais pas les faire aboutir. Je me suis fait aider sur le plan technique. Et là, il y a aussi quelque chose qui me tient à cœur, le mendiant
d'Al-Qasba. C'est un des récits. Ce ne sont pas des nouvelles. Enfin, je l'explique dans le texte. Les gens qui voudront bien le lire comprendront ce que j'ai voulu faire. Inch'Allah, ils seront nombreux à vouloir le lire. Sinon, pour terminer, je sais que vous vouliez aussi rendre hommage à votre petit-fils, Oui. hein, qui fait beaucoup parler de lui. Oui, alors, dites-nous... Anis Mezaour, permettez-moi de le dire, vraiment, c'est un petit génie. Ouais. C'est un petit génie. Il a été élevé dans la tendresse, mais aussi éveillé aussi dans la tendresse. Eh bien, je suis vraiment ému d'en parler parce que il était tout petit et souvent je le voyais derrière mon dos quand je suis en train d'écrire et tout. 9 ans, 10 ans, 11 ans. Et puis un jour, il vient, il me dit, moi aussi j'ai écrit un roman. Quoi? Comment tu as fait? Eh ben, il m'a montré, j'ai lu les premières pages encore. Eh ben, c'était vraiment pas mal. Alors évidemment, j'ai essayé de l'encourager, de l'aider dans la mesure où je pouvais le faire. Et son ouvrage est sorti, il a travaillé entre-temps, à 16 ans, à Le Nag, c'est La proie des mondes. Un récit fantastique, dans le genre fantasy, comme on dit, de légende, etc. C'est pas le Harry Potter, c'est autre chose. Moi, j'aurais voulu l'avoir avec vous. Je l'ai fait la préface, je l'ai écrite évidemment avec toute la sincérité dont je suis capable. Moi, j'aurais voulu l'avoir avec vous. Je sais qu'il était là pendant le Sila, mais bon, il devait partir. Donc, ce ne sera que partie remise, qui sait, avoir le grand-père et le petit-fils en même temps. Ce serait génial. En tout cas, merci beaucoup, M. Qdor Mohamed Sadji. Peut-être un dernier mot pour les téléspectateurs. Une petite faveur. Oui, allez-y. Je voudrais montrer la mariée à la Casbah en 1835. Et une photo. Oui. Et elle se trouve dans un essai que j'ai écrit intitulé... Alors, ce serait curieux, mais essayez de donner... de le décrire, voilà. Donc, bon, moi je ne peux pas c'est un coup de cœur, dire, mais je peux dire en gros que c'est en 1835, voilà la mariée, la super mariée, disons de la Casbah à l'Algéroise. Alors on trouvera Belkhabkhab. C'est étonnant aujourd'hui, mais c'est un rabrab bien fait, bien fabriqué, bien décoré. Avec, elle a aussi le fil de lame, Khet Roh, Belouza, en fait, le Qat, etc. On aimerait bien retrouver quelque chose comme ça. Inch'Allah, ça c'est l'Algérois qui ressort, encore une fois. Merci beaucoup, M. Qdor Mohamed Sadji, d'être venu. Je sais qu'en une heure de temps, on ne peut pas dire grand-chose. On a essayé en tout cas, et j'espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, vous serez toujours le bienvenu. Donc je vous dis encore une fois merci. C'était vraiment un plaisir et un honneur pour nous. Repris contact avec le téléspectateur. Je salue tout le monde, Sor Roslan et Dzaïr. Toute l'Algérie, voilà, très bien. Alors, merci encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. D'ici là, je vous dis bonne soirée, salam.